Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk Cinema by Sabrina Cinépierce. Je suis votre host pour vous servir et aujourd'hui dans cet épisode numéro 4, nous allons parler du cinéma burlesque. J'espère que vous êtes prêts, moteur et action. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui nous allons parler du cinéma burlesque. Donc je vais rester en 1895 pour commencer et je vais continuer pour vous expliquer le théâtre et le musical. Le cinéma burlesque s'imprègne de diverses formes comiques issues de la culture populaire et trouve l'une de ses principales origines dans le spectacle vivant. Au XVIe siècle, la commedia dell'arte fait émerger des personnages de clowns et des situations comiques qui marqueront le genre. Les pantomimes qui se développent au XIXe siècle en Angleterre font des gags un art comique à part entière, varié et exclusivement corporel. Cabaret et musical s'imposent au début du XXe siècle comme des scènes formatrices et incontournables pour les acteurs burlesques. Les Français Ernest Bourbon, interprète d'Onésime, Charles Prince, Rigadin, André Gide, Boireau, Gribouille, Cretinetti sont les premiers comiques à passer des planches au grand écran avant la Première Guerre mondiale. Tous les grands noms du cinéma burlesque qui suivront seront formés à cette école de la scène. Tout d'abord, ça commence par L'Arroseur arrosé en 1895. L'année de la naissance du cinématographe Lumière, burlesque et fiction voient le jour ensemble sur grand écran avec L'Arroseur arrosé. Inspirée d'un dessin humoristique d'Hermann Vogel, cette scénette se démarque des vues Lumière documentaires telles que les 3 versions de la sortie d'usine, et puise sa dimension burlesque dans l'effet du réel produit par l'enregistrement de cette blague faite à un jardinier et des coups de pied aux fesses donnés aux jeunes chénapans. Cette brutalité guignolesque, propre au slapstick, bâton à frapper, traduction du Batacchio della Commedia dell'arte, est à la base du cinéma burlesque. D'autres vues lumière comiques seront tournées dans Bataille de neige, par exemple, plus proche du documentaire, et un film sans titre où un rémouleur, victime lui aussi d'un mauvais tour joué dans son dos, active, sans le savoir, un soufflet qui projette de la poussière sur une femme. Donc L'Arroseur arrosé dont j'avais mentionné dans l'épisode numéro 2 où je parlais des Frères Lumière, c'est un exemple du cinéma burlesque. Par la suite va arriver Max Linder. Populaire au point d'être sollicité par Hollywood et tenu par Chaplin pour son maître, le français Max Linder s'impose comme le premier grand auteur du burlesque. Reconnaissable par son chapeau haut de forme, sa moustache et son regard noir brillant, son personnage de séducteur donne naissance à un art raffiné et inventif qui ne se limite pas aux culbutes et aux courses-poursuites. Face aux obstacles rencontrés, il déploie de savantes stratégies dont un combat avec lui-même, joue avec les formes et invente un monde aux apparences trompeuses et changeantes. Beaucoup de ces trouvailles seront reprises, comme ce célèbre gag de 7 ans de malheur en 1921, qu'on retrouve entre autres en 1933 dans La soupe au canard avec les Marx Brothers, où son reflet dans un miroir est joué par un autre lui-même. Linder est le précurseur d'une poésie burlesque à la française, distillée et distinguée, qui aura pour héritier Jacques Tati et Pierre Étex. Mais l'âge d'or du burlesque est à partir de 1912 jusqu'à environ 1927. À la tête du studio Keystone, créé à Hollywood en 1912, Mack Sennett fait entrer le burlesque dans une nouvelle ère, folle, fructueuse et glorieuse. Figure fondatrice du slapstick, le réalisateur est aussi un important découvreur de talent. Roscoe Arbuckle, dit Fatty, et Charlie Chaplin débuteront dans son usine à rire. L'école Sennett se distingue par des gags physiques et brutaux qui s'enchaînent frénétiquement et détruisent tout sur leur passage. Ces policiers, les Kingston Cops, font partie des personnages emblématiques du genre. Avec sa compagnie fondée en 1915, le producteur et réalisateur Hal Roach s'impose comme l'autre grand nom du burlesque. Il accompagne les premiers pas de Harold Lloyd et de Laurel et Hardy. Dans les films qu'il produit, les gags jaillissent dans un contexte moins délirant et témoignent d'une agitation plus tenue et dosée. Il contribue à faire rentrer le burlesque dans une forme plus classique et raisonnée, mais toujours insolente. Autre studio pionnier du genre,
la Comic Film Corporation, fondée en 1916 par Joseph M. Schenck et Roscoe Arbuckle, qui signe alors les premiers films en tant qu'acteur et réalisateur. C'est ici que Buster Keaton fait ses débuts cinématographiques. Les films de l'époque étaient conçus collectivement et en partie improvisés à partir du décor. La production foisonnante dans les années 10, donc 1910, Arbuckle joue dans plus de 40 courts-métrages en 1913 et s'ouvre ensuite au long-métrage à partir de 1920. Il y a bien entendu Charlie Chaplin. Formé à l'école du musical anglais, Charlie Chaplin rejoint l'écurie américaine de Mack Sennett en 1914 et y revêt pour la première fois les habits bourgeois usés de Charlot. Figure irrévérencieuse et libre, le vagabond au visage expressif se distingue par des manières aussi triviales que précieuses. Rares sont les postérieurs qui échappent à son fameux coup de pied en arrière, mais après un repas souvent improbable, il s'essuie délicatement la bouche. Entre ses mains, les objets perdent leur fonction initiale, soumis qu'ils sont à un détournement poétique qui sonne comme un pied de nez au code de la société. Art chorégraphique du dérèglement compulsif, le burlesque chaplinien révèle un monde cruel dont Charlot serait le revers déviant. La conséquence un peu folle, par exemple, étant moderne. À partir du Kid, Charlot perd son égoïsme, voire son agressivité, y compris sexuelle, dès début pour devenir plus sentimental. Affectivité dont on trouve toutefois des signes dès certaines de ses premières bandes. Par exemple, un film, c'est ses débuts, Un béguin de Charlot, ou en anglais Caught in the Rain, en 1914, qui sera le premier film que Chaplin aurait lui-même réalisé. Il y a également Fatty. D'une forte corpulence, le jeune Roscoe Arbuckle se voit affublé du surnom de Fatty, le gros. Après des débuts précoces dans le théâtre forain, il intègre en 1913 la compagnie Kingston et devient une vedette très populaire. Ses proportions hors normes, sa bouille de bébé et son agilité invitent au burlesque et servent parfaitement l'univers de Mack Sennett, puéril et abrupt. Arbuckle passe rapidement derrière la caméra tout en restant un acteur, comme beaucoup de cinéastes burlesques. Fatty Boucher, le premier film qu'il réalise pour la Comic Film Corporation, illustre son aptitude à partir dans toutes les directions ouvertes par l'improvisation, très pratiquée sur les tournages comiques de l'époque. Buster Keaton y fait sa première apparition à l'écran. Il apprendra beaucoup d'Arbuckle. Ce dernier, Keaton et Al St. John, formeront le trio infernal de la série des Fatty. En 1921, Arbuckle fait l'objet d'un procès à scandale. Malgré son acquittement, sa carrière ne s'en remettra jamais. Par la suite, il y a eu Harold Lloyd. De la rencontre entre Harold et le réalisateur Hal Roach, naît en 1917 l'homme à lunettes le plus célèbre du cinéma muet. Un grand gamin naïf, enthousiaste et romantique, souvent affublé d'un canotier. Le rêve américain, quelque chose de périlleux, de vertigineux et d'angoissant pour Harold. Ce monsieur tout le monde des temps modernes qui rêve d'amour et de grandeur et qui finit au-dessus de la mêlée, mais ironie du sort, suspendu dans le vide, comme dans la célèbre scène de l'horloge du Monte là-dessus. Les films de Lloyd développent un comique à deux vitesses. Ils articulent un burlesque de l'inhibition et du bégaiement, ça te la coupe, concentré sur les maladresses d'un timide légèrement inadapté, et un burlesque de l'exhibition et de la précipitation, spectaculaire et acrobatique, qui révèle un héros malgré lui. Il s'apparente ainsi à un cinéma d'action allaitant, voisin en cela des films de Buster Keaton. Je vous invite à voir Lui au caveau des élégants, ou en anglais Young Mr. Jazz, de 1919, où on le voit en scène. Bien entendu, il y a Buster Keaton, qui vient par la suite. Dès l'âge de 5 ans, Keaton est littéralement propulsé sur les planches aux côtés de ses parents, dans le numéro du musical qu'il partage avec ceux-ci. Il est jeté comme un paquet à travers la scène et sommé de rester impassible. Au cinéma, où il débute en 1917 et s'impose comme réalisateur à partir de 1920, son apparente inexpressivité, teintée de mélancolie et de gravité, devient un signe d'entêtement. Il ne devient toutefois l'homme qui ne rit jamais qu'au bout de quelques films. Incarnation de l'idée fixe, Buster le casse-cou ne se démonte pas, même quand tout autour de lui se ligue contre lui. Face aux éléments et événements qui se déchaînent, rapides, cyclones, avalanches, guerres, etc., il est condamné à un mouvement permanent et apparaît comme un pur corps de cinéma, vecteur d'espace et de temps. De cette fatalité, cosmique, souvent liée aux femmes, découle une ingénieuse et sportive mécanique burlesque. Automate, poète, acrobate modeste, cinéaste géomètre, Keaton invente un burlesque à grande échelle et un cinéma d'aventure métaphysique.
D'ailleurs, vous pouvez voir un extrait de La Maison démontable, ou One Week en anglais, en 1920 de Buster Keaton, qui montre à peu près tout ce qu'il met en œuvre dans ses films. Il y a également Charlie Chase. Qui est-il ? En 1924, l'acteur-réalisateur Charlie Chase commence une nouvelle carrière d'interprète comique en collaborant avec Leo McCarey, futur auteur des meilleurs films avec Laurel et Hardy et de La soupe au canard avec les Marx Brothers. Dans le sillage de Max Linder, McCarey et Chase posent les bases de la comédie classique, dont McCarey deviendra l'un des maîtres avec Ernst Lubitsch, en faisant glisser le burlesque vers un vaudeville très raffiné. Chase campe un personnage de gentleman, à l'air à la fois malicieux et éberlué, sans cesse pris dans des jeux de dupes et de cache-cache amoureux. S'appuyant sur une parfaite maîtrise du cadre et du hors-champ, ce burlesque de situation se niche dans les apparences, toujours trompeuses comme dans À visage découvert ou Mighty Like a Mouse en 1926, où un mari et sa femme, après avoir chacun de son côté eu recours à la chirurgie esthétique, ne se reconnaissent pas et croient être infidèles en retombant amoureux l'un de l'autre. Il y a eu également Harry Langdon. L'image de Harry Langdon dans la scène finale de Plein les bottes, assis dans un berceau déguisé en bébé, résume bien son personnage. De tous les acteurs burlesques, Langdon est sans doute celui qui incarne le plus la figure de l'homme-enfant qui traverse le genre. Face à son corps frêle, son air ahuri et son sourire gêné de petit garçon, il est difficile de l'imaginer se remettre du moindre choc. Sa puissance comique vient de l'étonnement, produit par sa résistance aux épreuves, alors que tout chez lui semble appeler la soumission et l'échec, contrairement à Keaton, toujours vaillant face aux intempéries. Le visage de clown triste de Langdon devient célèbre en 1924 lorsque l'artiste de music hall, déjà âgé de 40 ans, croise le chemin de Mack Sennett. Sa courte carrière cinématographique sera marquée par sa collaboration avec un futur grand nom du cinéma, Frank Capra. D'ailleurs, vous pouvez voir L'athlète incomplet, The Strongman, en 1926 de Frank Capra, où vous pouvez voir en scène Harry Langdon. Et pour finir, le burlesque muet, on finit en beauté avec Laurel et Hardy. L'anglais Stan Laurel et l'américain Oliver Hardy concrétisent leur relation de couple burlesque en 1927. Leur association comique s'appuie en grande partie sur le retournement des rapports de force entre le petit et le grand par ses étourderies, le lunaire et chétif Stan, en vérité la tête pensante du tandem, fait payer son autorité et sa tyrannie à l'imposant au lit. La formule de duo favorise les échanges ratés, car mal synchronisés, et permet de décupler les effets comiques par des jeux de renvoi, de répétition et de surenchère. On se rend coup par coup, on se rend coup pour coup, à l'infini dans ceux de leurs courts-métrages de la fin des années 20, la meilleure période de leur filmographie commune, qui se termine par de joyeux jeux de massacre, les objets cassés, de œil pour œil, les tartes à la crème de la bataille du siècle, et les voitures accidentées dans V'là la flotte. Et pour finir sur le cinéma burlesque muet, parce que bien entendu il y a le courant parlant, ça sera une prochaine émission. Je voulais vous faire le petit portrait de Max Linder, dont j'ai mentionné plus tôt, parce que c'est une personne, un auteur français qui mérite d'être reconnu. En 1912, la renommée de Max Linder est telle que le monde entier veut le voir sur scène en chair et en os. Sa première tournée européenne triomphale le mène jusqu'à Moscou. En fin 1914, tout le monde applaudit ce patriote qui s'engage volontairement au 19e escadron du train, alors qu'il avait été probablement réformé. En 1916, son engagement en Amérique rend fier tous ceux qui l'admirent. Statuettes à l'effigie de l'élégant Max, affiches, cartes postales, bandes dessinées, publicités, caricatures, etc. s'arrachent comme des petits pains. Des clubs de fans voient également le jour un peu partout. Pourtant, si Max Linder est flatté par tant de ferveur, il n'en retire aucune fierté. Aux yeux de cet acteur de cinéma, la seule consécration d'importance serait d'être reconnu pour ses qualités de jeu, mais théâtrales. Bien qu'il ait été recalé 3 fois au conservatoire, Gabriel Maximilien Levieille, de son vrai nom, ne jure que par le théâtre. Est-ce là la source de neurasthénie qui ne cesseront de le tarauder ? 3 ans seulement après sa dernière grande comédie filmée, le tragique de la réalité s'impose. À 42 ans, Max le dandy se transforme en Max la menace pour sa jeune et jolie épouse Hélène Peters. Après une première tentative de suicide, il l'entraîne définitivement avec lui de l'autre côté du miroir. Après les rires, les larmes, quelle sortie théâtrale. C'est la fin de cet épisode numéro 4 qui était consacré au cinéma burlesque muet. J'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour l'épisode numéro 5 qui sera consacré au premier dessin animé, à l'honneur Émile Cole.
Ce podcast est disponible sur tous les canaux d'écoute. N'hésitez pas à nous suivre et à nous laisser des petits commentaires. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram Let's Talk Cinéma by SSP. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.